Et rebonjour à tous. Cette dernière session de la journée, je vais accueillir Loïc Mathieu qui va venir nous parler de Quarkus et de comment créer une application cloud native avec Quarkus et Google Cloud Function. Bonjour Loïc. Bonjour Alexandre, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Je te laisse la main du coup. Allez, à tout à l'heure. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, créer une application cloud native avec Quarkus et Google Cloud Function. Alors, qui suis-je tout d'abord? Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zeni Khalil. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou par mail. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aussi aller suivre mon blog ou aller regarder ce que je fais sur GitHub. Et je suis contributeur sur Quarkus de plusieurs extensions, et entre autres, l'extension pour faire des Google Cloud Functions et des extensions pour accéder aux services Google Cloud. Voilà. Pardon. Excusez-moi, fausse manip. Ok. Donc, Quarkus. Supersonic, subatomic, Java. Donc, ça, c'est la description de Quarkus. Je l'ai refait. Alors, supersonique, pourquoi on dit que Quarkus est supersonique? Parce que Quarkus est capable de démarrer très rapidement. Donc là, ici, vous avez des chiffres. Donc, il ne faut pas prendre les chiffres comme valeur absolue. L'idée, c'est de dire que voilà, Quarkus, pour une stack REST classique, va avec sur une machine single core, il est capable de démarrer en à peu près 1 seconde. Et si on a une stack REST avec du JPA, il démarre en 2 secondes. Et Quarkus, on dit aussi qu'il est subatomique parce qu'il est vraiment optimisé pour prendre très peu de mémoire. Et donc tout ça, ça en fait un très bon candidat pour être déployé dans un conteneur. Donc Quarkus, pareil, hein, pour une stack REST simple, 70 mégas de mémoire, et une stack REST JPA, 140 mégas. Quand on parle de mémoire ici, là, on parle de resident set size, donc c'est la taille mémoire complète prise par le reste sur le processus qui lance Quarkus. Donc c'est la heap, c'est c'est toute la heap, les metadata, tout ce qui tourne autour. Et donc Quarkus, ça dépend un peu des benchmarks, mais souvent il démarre plus rapidement, il prend beaucoup moins de mémoire que les stacks cloud natifs classiques. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que Quarkus a été pensé pour démarrer rapidement, pensé pour consommer très peu de mémoire. Une chose que j'aime bien avec Quarkus, c'est qu'il unifie les modes de développement. C'est-à-dire qu'on développe en impératif, qu'on développe en asynchrone, qu'on développe en réactif, on peut le faire sur les API REST, on peut le faire sur du messaging. Et en fait, c'est le framework qui va s'occuper de gérer correctement les différents types de retours. Mais on ne va pas avoir une API. Enfin, il y a des API dédiées aux réactifs, mais on peut utiliser les mêmes manières de développer par exemple sur les API REST ou sur du messaging, et faire de l'impératif, de l'asynchrone ou du réactif. Quarkus a été pensé pour les développeurs, donc dès le départ, encore une fois, donc avec une configuration unifiée, avec du live reload. Donc Quarkus a remis le live reload au goût du jour, hein, pour ceux qui ont démarré en faisant du bon vieux Tomcat. Ils avaient l'habitude que quand ils faisaient un changement dans le code, leur serveur redémarrait. On a un peu perdu ça à un moment avec les serveurs, les frameworks microservices, et Quarkus a remis ça au goût du jour. En plus, le live reload de Quarkus, il est ultra performant et vous permet même de recharger l'application quand vous ajoutez une dépendance. Même ça, hein, il détecte la dépendance et il redémarre. Et en plus, il est assez intelligent, c'est-à-dire qu'il ne va pas redémarrer dès qu'il voit un changement, mais quand il voit un changement, il enregistre le fait qu'il redémarre, et après il redémarre seulement quand on arrive sur le endpoint REST, par exemple. Donc ça évite les redémarrages en boucle et une consommation de CPU. Quarkus a été pensé pour nécessiter le moins de code boilerplate. Il n'y a même pas de classe application, par exemple. Et il a été pensé pour la compilation en natif.
Donc, je n'ai pas trop parlé du natif, mais donc Quarkus a été pensé dès le départ pour la compilation en natif, donc ça veut dire pour générer des images GraalVM, des images natives GraalVM de votre application. Et donc, une image native GraalVM, c'est une image qui est optimisée pour une machine. Donc, il y a une phase un peu complexe de compilation de votre application qui peut être un peu compliquée à configurer. Et donc, Quarkus vous facilite grandement la vie. Et l'intérêt d'une image native, c'est qu'après, ça démarre quasiment instantané et ça prend une empreinte mémoire minimaliste. Voilà. Ce qui est bien avec Quarkus, c'est qu'en fait, souvent, vous connaissez Quarkus parce que vous connaissez toutes les librairies que Quarkus utilise. Quarkus, même si c'est un framework de microservices relativement récent, il a 2 ans maintenant, quasiment 2 ans, c'est en fait un framework de microservices qui va utiliser Vertex, Hibernate, REST-Easy, l'implémentation de JXRS, Camel, Eclipse Microprofile. Donc c'est juste c'est un framework qui va se baser sur plein d'autres frameworks que souvent on connaît déjà. Quarkus a un certain nombre d'extensions. Donc, Quarkus est basé sur des extensions. Une extension, c'est une intégration d'une technologie dans Quarkus. Et donc, il a des extensions pour le cloud natif. Donc, tout d'abord, une petite description de cloud natif. Donc, si vous avez été à la présentation juste précédente, vous avez eu déjà pas mal d'informations dessus. Mais cloud natif, donc, c'est une approche de développement logiciel qui utilise le cloud pour créer et exécuter des applications évolutives dans des environnements modernes et dynamiques tels que les clouds publics, privés et hybrides. Donc, c'est une approche de développement qui utilise le cloud que ce soit privé ou hybride, pour développer et exécuter nos applications. Le cloud natif, c'est aussi un style architectural qui va se baser sur des technologies telles que les conteneurs, les microservices, les fonctions serverless et l'infrastructure immuable. Quarkus a un ensemble d'extensions pour le cloud natif, entre autres des extensions serverless, donc Function as a Service, AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions. Il a aussi un client Kubernetes pour pouvoir interagir en natif avec Kubernetes. Il a des extensions pour la génération de ressources Kubernetes et OpenShift via Decorate. Il peut gérer de la configuration via des config maps ou des secrets Kubernetes, gérer la configuration via Vault, et il y a un ensemble de services pour Amazon. S3, SNS, SQS, il y a plein de services Amazon qui sont intégrés à Quarkus via des extensions. Il y a une extension un peu assez intéressante qui s'appelle Funky. Donc, c'est une API portable pour écrire des fonctions déployables vers les différents cloud providers. Donc, l'intérêt avec Funky, c'est que vous utilisez des fonctions, vous développez des fonctions background, HTTP ou des fonctions Knative Cloud Event sans manipuler l'API de votre cloud provider, donc sans utiliser l'API AWS Lambda, sans utiliser Azure Functions ou quoi que ce soit. Et donc, votre méthode, elle va utiliser le framework Funky et après, vous pouvez pouvoir la déployer partout. Pour les services Google Cloud, donc on va utiliser un ensemble d'extensions qui font partie d'un ensemble qu'on appelle le QuarkIVest Google Cloud Services. Donc QuarkIVest, c'est un repository GitHub dans lequel sont hébergés des extensions maintenues par la communauté, des extensions Quarkus, donc qui ne sont pas intégrées dans le cœur de Quarkus, parce que le cœur de Quarkus commençait à devenir un peu trop important, et donc il fallait séparer certaines extensions. Et donc, il y a un ensemble d'extensions pour accéder à BigQuery, Bigtable, Firestore, PubSub, Spanner, Storage. Donc, pour l'instant, c'est les extensions qui existent dans le QuarkIVest Google Cloud Services. Maintenant, on va faire une petite démo. Donc, moi, je ne suis pas super fan du développement d'interface graphique. Donc, mon interface pour mon application, ça va être GSUtil. Donc, GSUtil, c'est une petite ligne de commande qui permet d'interagir avec un bucket, Cloud Storage. Et donc, via GSUtil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller pousser des JSON dans Cloud Storage. Et ça, c'est mon interface utilisateur. OK? Et donc, ces JSON vont contenir mes informations, ma donnée. Donc, les données, c'est des bookmarks. Donc, j'allais pousser des bookmarks dans Google Cloud Storage. Et puis là, je vais avoir une première fonction. Ma fonction, ça va être une background function qui va être déclenchée par un événement storage. Et donc, quand un fichier arrivera dans storage, je vais avoir un événement qui va exécuter ma fonction et ma fonction va récupérer le nom. Basé sur le nom, elle va utiliser les API Google Cloud Storage pour
charger le fichier et le pousser dans PubSub. Ensuite, j'ai une deuxième fonction qui, elle, va être réveillée par un événement PubSub. Et donc, quand je vais avoir un message qui arrive dans le topic PubSub, ma fonction, elle va se réveiller, elle va récupérer le message, et ce message, elle va le stocker dans une base de données. Donc, la base de données, ça va être Cloud Firestore, qui est la base de données NoSQL orientée documents de Google Cloud Platform. Et ensuite, je vais créer une troisième fonction HTTP, qui là va être mon endpoint REST, donc mon API qui va me permettre d'accéder aux bookmarks qui auront été insérés dans Firestore. OK? Eh bien, on y va. Alors, donc, je vais coder la première fonction. Donc, une fonction qui va recevoir un événement de Cloud Storage. Cet événement contient le nom du fichier. Et elle va ensuite utiliser l'API Cloud Storage pour charger le fichier et elle va pousser cet événement dans PubSub. Voilà. Donc ça, c'est une fonction Google Cloud Function classique. Donc là, j'utilise bien les API Google Cloud Function. Donc ma fonction, je l'appelle Demo Storage Function. Elle implémente background function Storage Event. Storage Event, en fait, c'est un simple POJO qui correspond à l'objet, à l'événement qui est généré par Google Cloud Storage. Donc, vous pouvez trouver l'information dans l'API Google Cloud Storage. Et donc, cette fonction, pour que Quarkus soit capable de l'utiliser, en fait, la seule chose à faire, c'est qu'il faut l'insérer dans la bin factory de Quarkus. Donc là, on utilise la notation application scope, qui est une notation standard de Java EE, de la GSR CDI. Et donc, en utilisant application scope, ma fonction va pouvoir être découverte par Quarkus. Okay. Et donc, ça, c'est une première fonction. D'ailleurs, si je veux telle quelle la fonction, je peux déjà la packager et la déployer. On va faire ça? Allez. Donc, pour packager ma fonction, je vais utiliser Maven, tout simplement. Donc, je vais packager ma fonction avec Maven Clean Package. Là, ce qui se passe, c'est que le plugin Quarkus va compiler mon application. Quarkus, en fait, comment est-ce qu'il arrive à démarrer rapidement et être efficace en termes d'empreinte mémoire? C'est parce que une partie du travail qui est fait traditionnellement par un framework au démarrage, au bootstrap du framework, il le fait lors du build. Et donc, il va faire ce qu'on appelle du bytecode enhancement lors du build pour démarrer, en fait, bootstrapper toutes les librairies possibles pour éviter de le faire au runtime. Et donc là, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça, entre autres, que vous voyez ici en fait, l'application, il démarre l'application et il fait un ensemble de tâches lors du build Maven. Donc, une fois que ça a été fait, donc mon application a été packagée dans un Uberjar qui a été mis dans le répertoire target/deployment et je vais pouvoir utiliser ce Uberjar pour déployer ma fonction. Donc là, la petite ligne de commande pardon, si je copie mal, pour déployer dans Google Cloud Function. Donc, gcloud, c'est la ligne de commande Google Cloud. Beta Functions deploy pour déployer une fonction. Je lui donne un nom, Quarkus GCP Demo Storage. En entry point, donc c'est la classe qui va être chargée par le runtime Google Cloud Functions. Donc là, c'est l'entry point de Quarkus, ce n'est pas mon entry point à moi, c'est la Quarkus Background Function, et c'est lui qui va aller chercher dans la bin factory de Quarkus ma fonction. Ensuite, trigger ressource, c'est le nom du bucket, donc c'est un bucket Cloud Storage que j'ai créé précédemment, et le trigger event, c'est la finalisation d'un objet dans Cloud Storage. Ensuite, j'utilise le runtime Java 11, et je lui dis d'aller chercher le source de mon application dans Target Deployment. Le déploiement, c'est un peu long. Pendant qu'il déploie, on va aller coder la fonction. Donc, cette fonction, elle va recevoir un événement, elle a le nom, c'est le nom du fichier, elle va pouvoir aller charger ce fichier dans le bucket storage. Donc, pour faire ça, il faut que je puisse accéder à storage. Et en fait, alors, j'ai
je peux m'injecter un objet storage pour pouvoir accéder à l'API Google Cloud Storage. Pourquoi je peux m'injecter un objet storage? Parce que j'ai l'extension Google Cloud Storage qui est dans mes dépendances. J'ai aussi une extension pour Cloud Pub Sub. Donc ça, c'est bien des extensions Quarkus qui vont permettre d'accéder aux API de Google Cloud au sein de Quarkus, donc de me les injecter, de m'injecter la dépendance storage. Voilà, et donc aussi de pouvoir configurer storage et ainsi de suite au sein de la configuration centralisée de Quarkus. Donc, première étape, je vais aller récupérer un bucket. Okay. Donc, je vais le récupérer depuis storage. Donc là, je fais un get sur mon bucket. Donc là, j'ai mon nom de bucket. Okay. Ensuite, ce bucket, je peux aller faire un get pour aller chercher le nom du blob. Donc, c'est l'object name. Okay. Et donc ça va être un blob. C'est un objet dans Cloud Storage qui s'appelle un blob. Pardon. Et ensuite, ce blob, je vais vouloir aller l'envoyer dans PubSub. Alors, l'API PubSub est un petit peu compliqué, donc j'ai déjà préparé tout le code. Donc là, je vais juste faire send to PubSub. Et donc, je vais envoyer le contenu de mon blob. Get content. Voilà. Pour PubSub, il faut lui donner le nom du projet. Il ne va pas récupérer automatiquement le nom de projet au sein de la fonction. Donc, ce nom de projet, il a été configuré dans mon application.property. Donc, c'est le fichier de configuration générale de Quarkus. Et donc, je peux aller m'injecter le nom du projet via la notation config property. Donc là, cette annotation, elle prend un nom qui est le nom de la configuration. Et donc là, je peux mettre string project ID. Voilà. Et bien ça devrait marcher. OK. Donc pendant cela, ma fonction s'est déployée et on peut aller jeter un coup d'œil au log de la fonction. Donc là, j'ai un petit bout voilà, j'ai une petite commande que j'ai pour aller récupérer les logs. Et donc là, je vois que mon application s'est correctement déployée. Donc là, c'est les logs de déploiement de mon application. Donc, il a démarré avec 256 MB de RAM. Hein, j'ai pris la fonction par défaut 256 MB de RAM. C'est largement suffisant pour faire tourner des fonctions Quarkus. Hein. Il n'y a pas de souci. Et donc, Quarkus a démarré en 1 seconde 3. Voilà, avec les fonctions, avec les ressources de base. Et après, donc, la fonction, globalement, elle a pris 3 secondes à se démarrer parce qu'il faut démarrer Quarkus, mais il faut aussi démarrer le runtime de la fonction qui est le Jetty, fourni par Google Cloud Functions. Okay. Donc là, je vais repackager mon application et la redéployer pour prendre en compte les changements que j'ai faits. Voilà. Et donc là, je relance la même commande gcloud pour redémarrer mon application. Donc maintenant, je vais déployer la deuxième fonction. Pardon, je vais développer la deuxième fonction. Par contre, j'étais peut-être pas sur la... Alors, juste 30 secondes. Pour être sûr, je vais redémarrer parce que je n'avais pas sauvegardé la dernière version. Ah, et je redéploie. OK. Donc maintenant, je vais aller développer la deuxième fonction. Donc, c'est une fonction qui va récupérer le message que je viens d'envoyer dans PubSub. Ce message, il va le recevoir en entrée de la fonction, parce que c'est une fonction qui va écouter le topic PubSub. Et ensuite, ce message, elle doit l'envoyer dans Cloud Firestore.
Donc pareil, hein, ici j'ai l'extension Google Cloud Functions pour pouvoir développer des Cloud Functions et l'extension Cloud Firestore pour pouvoir accéder à Cloud Firestore. Donc là, l'implémentation va être assez proche de ce qu'on avait. Enfin, le principe est le même qu'avant. Hein, donc, je vais aller m'injecter un objet Firestore qui est mis à disposition grâce à l'extension Quarkus Google Cloud Firestore. Et je vais aller mettre mon objet dedans. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que ce message que je reçois, donc là, ici, c'est une fonction, toujours une background function qui accepte un message pubsub. Donc, pubsub, c'est vraiment le message, encore une fois, qui est le message tel que décrit dans l'API. Donc, c'est le message qui va être reçu par ma background function. Et donc, ce message, tout d'abord, PubSub, les messages sont encodés en base 64, donc il faut que je le décode en base 64. Et après, je vais aller utiliser Jackson pour aller lire, transformer la string donc désérialiser mon message dans un bookmark. OK ? Bookmark. Bookmark. Voilà. Donc ça, c'est... Donc, read value du message vers la classe. Bookmark.class. Là. Et ensuite, je vais utiliser l'API Firestore. Donc, tout d'abord, sur Firestore, on va récupérer une collection. Donc, ma collection, elle s'appelle Bookmarks. OK. Et ensuite, dans cette collection, je vais pouvoir aller créer un document. Pour créer un document, on fait document tout simplement. J'ai mis collection avec un S. Il n'y en a qu'une de collection. Donc, pour un document, donc là, il faut lui passer le pass du document. Donc, généralement, on utilise son identifiant. Okay. Et donc là, après, je vais mettre l'objet complet dedans. Okay. L'API Firestore, c'est une API asynchrone. Donc là, tout simplement, je vais attendre l'exécution de l'appel vers Firestore pour être sûr que quand ma fonction est terminée, le message a bien été intégré dans Firestore. Voilà. Alors, là, j'ai eu une erreur sur mon premier déploiement, c'est pas grave. OK. Donc là, j'ai déployé ma deuxième fonction. Pareil, je la package. Et après la packager, pareil, je vais utiliser gcloud pour la déployer. Voilà la petite ligne de commande gcloud. Donc toujours gcloud beta functions deploy, le nom de ma fonction. L'entry point, c'est toujours le même. Par contre, là, ici, trigger resource, c'est le nom de mon topic PubSub. Et le trigger event, ça va être la publication d'un message dans le topic. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Et pendant que ma deuxième fonction, elle se déploie, je vais aller coder la troisième. Donc, la troisième fonction, c'est mon API. Mon API qui va me permettre... Alors, encore une fois, j'avais oublié de... Bon, je le redéploierai après, parce que j'avais encore oublié de sauvegarder. Donc, reprenons. Ma troisième fonction, c'est mon API. Donc, c'est une fonction HTTP, donc qui va répondre sur un appel HTTP et qui va accéder à Cloud Firestore pour pouvoir récupérer les différents bookmarks.
Donc, cette fonction, encore une fois, elle utilise la dépendance Google Cloud Functions et la dépendance Quarkus Google Cloud Firestore. Donc là, on va voir à quoi ressemble une fonction HTTP. Donc, une fonction HTTP, c'est une fonction qui implémente HTTP fonction. HTTP fonction, la méthode à implémenter, c'est une méthode service sur laquelle on récupère une request et une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, encore une fois, s'injecter un objet Firestore. Là. Et cet objet Firestore, je vais pouvoir l'utiliser pour aller lister tous les bookmarks. Donc, get collection, donc pardon, je vais récupérer la collection. Bookmarks, pareil. Hein. Voilà. Donc après, on a collections.list documents. Donc ça permet de lister tous les documents. Ça me récupère en fait des références de documents. Ensuite, pour chaque document, je vais les mapper dans un bookmark. Donc là, j'ai mon objet bookmark, donc je vais faire bookmark. OK. Ça, c'est égal à bookmark.from un snapshot de document. Donc là, il faut faire un get.get. OK. Donc là, c'est une petite helper fonction qui permet depuis un document Firefox la mapper dans un bookmark. Donc pour récupérer le document Firefox, il faut faire get parce que c'est get de la référence qui me retourne une API future get pour récupérer le document. Okay. Donc là, ici, en fait, j'utilise l'API Firestore pour récupérer les différents champs. C'est ça que j'ai dans mon mapper. Et ensuite, bah, ça, je vais le mettre dans une petite liste. Hein. Liste de bookmarks. Marks. Mon bookmark, je vais le mettre dans la liste. OK. Et après, dans ma réponse, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ma liste de bookmarks. Voilà. Mon API est codé. Ça me semble bien tout ça. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de sauvegarder. Donc, comme je disais, là, ici, je pense que j'ai oublié de sauvegarder. Pardon. Donc, je vais republier celle-ci. Donc là, j'ai buildé ma fonction HTTP, donc je rebuild la fonction précédente aussi parce que je ne suis pas sûr d'avoir déployé la bonne version. Donc ça, c'est un petit détail, faites comme si j'ai rien fait. Et donc, ma fonction HTTP, je vais aussi pouvoir aller la déployer. Donc là, ça va prendre encore une fois quelques minutes. J'utilise toujours gcloud. Donc gcloud beta function deploy, le nom de ma fonction. L'entry point, c'est Quarkus HTTP fonction qui, lui, ensuite, va aller chercher ma fonction Google Cloud dans la bin factory de Quarkus. Et le trigger, c'est un trigger HTTP, tout simplement. Okay. Donc, pendant que ma fonction HTTP elle se déploie, on va aller tester. Donc, toujours pareil, j'ai des sample data, en fait, hein, donc ce sont des JSON de bookmark que j'ai juste à la racine
juste en dessous. Et donc, je vais pouvoir aller les mettre dans mon bucket. Et normalement, si tout se passe bien, l'ajout d'un fichier bookmark en JSON dans le bucket va déclencher un événement, va déclencher ma première fonction via un événement storage. Ma première fonction va lire mon JSON dans Cloud Storage, le pousser dans PubSub. Le fait d'avoir poussé dans mon topic PubSub, ça déclenche ma deuxième fonction. Cette deuxième fonction reçoit le message et ce message, il va le créer un bookmark avec et mettre le bookmark dans Firestore. Donc, je vais aller pousser 3 bookmarks. Et ensuite, on ira regarder les logs pour vérifier que tout se passe bien. Donc, les logs prennent quelques secondes à remonter, hein. Mais normalement, on devrait au moins avoir des logs pour le premier bookmark. Le troisième, j'ai fait n'importe quoi. On peut aussi aller chercher les logs de ma deuxième fonction. Alors, c'est un petit peu lent à aller chercher les logs. Voilà. Et j'ai toujours pas mes logs de... j'ai bien mes logs de démarrage, mais j'ai toujours pas mes logs des messages qui sont passés. C'est pas grave. Donc là, je vais mettre le troisième parce que je l'avais oublié. Je relance les logs. Si j'ai pas les logs, c'est pas grave, on va pouvoir aller tester ma fonction. Ah bah, il est seulement en train de redémarrer, de récupérer les logs de démarrage. Voilà. Donc là, j'ai mes premiers logs. Voilà, storage event du 2. Donc là, ici, pareil, hein, je devrais avoir mes logs. Voilà. Donc a priori, voilà, là, le premier log, et on va le voir, il va passer les deux. Voilà. Donc, ça marche. Voyons voir ça. Donc, si ça marche, je devrais pouvoir y accéder depuis ma fonction HTTP. Donc, on va faire un curl. Okay. J'utilise pour que ça soit joli à voir, joli à l'affichage. Et donc là, j'appelle ma fonction. Donc là, bien sûr, on a un call start, hein, donc c'est un petit peu long la première fois, et les fois d'après, c'est beaucoup plus rapide. C'est très long la première fois. Et voilà. Super. Donc là, j'ai bien implémenté ce que je voulais implémenter. Mais là, la fonction ici, là, cette petite appli. Alors, il y a un petit truc avec le code actuel qui ne me plaît qu'à moitié, c'est que je suis 100% dépendant de Google Cloud. Pour ça, je vous avais parlé de Funky, mais il n'y a pas que Funky qui permet d'être indépendant de Google Cloud. Donc, je vais vous montrer deux petits trucs sympas. Je vais transformer ma première fonction, qui est la fonction storage. Je vais la transformer je vais la transformer en fonction funky, pardon. Et ensuite, ma fonction API, je vais vous montrer, là je dois encore avoir tout juste le temps, pour comment la transformer juste en endpoint HTTP classique. Donc pour transformer en fonction funky, ça va être très rapide. Donc je supprime tout ce qui est dépendant de Google Cloud Storage, puisque j'ai eu Google Cloud Function, puisque je n'en ai plus. Et pour qu'une fonction soit une fonction funky, il suffit juste que la méthode à exécuter soit notée par @func. Et ensuite, funky va aller chercher cette fonction et va la trouver et va l'appeler. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin non plus. Et donc ça, c'est ma nouvelle fonction. Donc c'est comme ça que j'ai transformé une fonction
qui utilise une API propriétaire en une fonction qui est générique. Je vais la packager et la redéployer. Alors, pour la déployer, je vais utiliser une ligne de commande légèrement différente, puisque l'entry point va être un entry point funky background function, et puis l'entry point Quarkus background function, puisque c'est un entry point qui va bootstrapper Quarkus via funky. Okay. Donc, pour... je ne sais pas si j'avais bien sauvegardé, on verra plus tard. Pour ma fonction HTTP, donc je pourrais faire de même pour la fonction PubSub. Pour la fonction HTTP, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir utiliser JAX-RS. Donc, JAX-RS, c'est un framework qui est fait pour déployer des endpoints REST. Donc, c'est ça que j'ai envie d'utiliser. Okay. Et donc, je vais charger l'extension Quarkus REST Easy JSON Bay qui va me permettre de développer des endpoints REST. Et donc, ici, là, il va falloir utiliser l'API JAX-RS. Donc, si vous ne connaissez pas, donc là, ici, @pass va permettre de définir que j'ai une fonction que, en fait, ça permet de définir le pass de base de mon endpoint REST. OK. Ensuite, là, ici, je vais dire que quand je fais un get, c'est cette méthode-là qui est appelée et que cette méthode, elle produit du media type de l'application JSON. OK. Et donc, comme c'est un endpoint REST, ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, là, je peux directement retourner ma liste de bookmarks. Okay. Et j'ai plus à manipuler moi-même de la sérialisation ou quoi que ce soit. Hein, donc, le framework JAX-RS va le faire pour moi, automatiquement. Et donc, de la même manière, ici, je vais redéployer, repackager mon application et la redéployer. Là, je me dis que celle-ci, je n'étais pas sûr à 100%. OK, donc pour la déployer, de la même manière, je vais utiliser gcloud. J'ai un entry point qui est légèrement différent parce que c'est un Quarkus HTTP function. Donc là, je dis que je vais déployer ça pour être sûr à 100% que j'avais bien tout sauvegardé. OK, donc là, mes deux fonctions ont été mises à jour pour utiliser des API qui sont agnostiques du cloud provider. Une pour Funky, pour pouvoir faire des fonctions qui réagissent à des événements, donc une background function, et une en utilisant REST Easy. L'intérêt avec REST Easy, hein, c'est que je peux très facilement faire du multi-opération. Par exemple, là, si je voulais faire une opération qui me récupère un seul bookmark, eh ben, je la déploierai comme ça. Enfin, là, c'est du classique. Hein. Get string ID. Et voilà, il suffit de faire ça. Et puis là, je serai sur une deuxième opération sur mon endpoint. Ce qui est beaucoup plus facile que d'aller utiliser une HTTP request, récupérer la request URI et dire si elle commence par ça, je fais ça, sinon je fais ça. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile pour développer des endpoints REST complexes. Ok, super. Ah ben, on va aller vérifier. Ma fonction HTTP, elle s'est déployée. On va essayer de regarder si elle marche toujours. Elle marche toujours. Donc ça, c'est sympa. Et donc là, c'est une fonction HTTP qui utilise REST Easy. Donc là, ma fonction background s'est redéployée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier un des samples pour vous montrer, prouver que ça marche toujours.
Ok. Et donc là, ici, je vais mettre for Cloud Nord. Et je vais aller réutiliser un JS utile pour aller repousser mon fichier et redéclencher mes deux fonctions background de suite. Et là, ça n'a pas encore marché. Il avait peut-être pas encore redémarré mon application en fait. Tic-tac, tic-tac. Ça, c'est voilà, les fonctions, c'est toujours un petit peu long. Et donc, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que j'ai quelque chose qui ne marche pas quelque part. Après, c'est ça qui est sympa. Hein. Pardon. Donc, ouais, donc ma fonction PubSub ne reçoit pas mon événement. Et donc, j'ai bien un problème sur ma fonction storage qui, pour une raison inconnue, ne se déclenche plus. Et ben, de toute façon, elle n'a pas été redéployée en fait. Alors. Ouais. Alors, pour vous dire, hier, j'ai aussi eu des problèmes de redéploiement. Donc là, je ne sais pas pourquoi la fonction ne s'est pas remise à jour, hein, puisque là, on est enfin, c'est marqué 16h, mais c'est 17h, parce qu'il y a le décalage UTC. Donc, on est à 15 minutes. À 17h14, alors qu'il est 17h20, ce qui veut donc dire que ma fonction ne s'est pas redéployée. Bon, donc c'est pas grave, vous avez vu le principal. Je peux essayer de forcer un deuxième redéploiement. Mais bon, je pense que c'est peut-être plus intéressant de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, il n'y a aucune question. OK. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, ce que je vais faire, moi, c'est que sinon, sinon, on peut s'arrêter. Je t'ai mis une petite question, Loïc, ton avis sur la maturité de ces solutions que tu as un peu peu. Alors, Google Cloud Function en Java est sorti il y a très peu, il y a très peu de temps. Je crois qu'il est sorti il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc effectivement, la solution est encore en bêta, une bêta assez jeune chez eux. J'ai pas de retour. Je connais personne aujourd'hui qui en fait en production. Par contre, le code qui est le code qui les supporte, donc Quarkus. Donc je sais qu'il y a déjà quelques utilisateurs qui l'ont. Enfin, je sais qu'il y a déjà eu quelques utilisateurs parce qu'on a eu des remontées. Et il se base sur ce qui a été fait sur l'implémentation fonction chez AWS, l'implémentation fonction d'Azure. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez mature, en tout cas la partie Quarkus, puisque c'est vraiment une copie de ce qui a été fait avec les autres cloud providers. Super top. Et Quarkus en lui-même, tu commences à en croiser beaucoup en production, donc ça reste encore assez difficile. Alors de plus en plus, de plus en plus de gens qui s'y intéressent. En production, il y en a beaucoup. Dans le Nord, bon, c'est un peu frileux et surtout dans le Nord, moi, je travaille beaucoup avec des grosses boîtes, mais j'en ai apporté chez plusieurs de mes clients qui en sont très contents. Et là, je travaille sur un projet où on fait du Kafka, du messaging réactif, et ça marche assez bien. Et le client est assez content. Et on commence même à avoir des demandes d'expertise ou de formation sur le sujet. Donc, c'est vraiment un sujet aujourd'hui que beaucoup de sociétés regardent et
Et je pense qu'il y a de plus en plus de prototypes qui partent pas de prototypes de pilotes qui partent en production. Ouais. Ouais, ben, merci pour ton talk. Je disais, tu as été un des rares aujourd'hui à faire du live coding, donc bravo pour l'effort, c'est toujours très très chaud. Donc bravo et merci Ouais. beaucoup. Oubliez pas, Ben, merci à vous. Et puis, ouais, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous avez des questions sur Google Cloud Function ou sur Quarkus, puisque enfin, j'interviens souvent sur Quarkus. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter Twitter ou je remets le autre. lien à tout le monde pour les feedbacks. Tu pourras aller le consulter aussi, Loïc. Ouais, Et à tout le monde, bah, je merci. dis grand merci pour votre attention. Si vous voulez, on se retrouve tous en salle une pour se dire au revoir et on espère se donner rendez-vous à l'année prochaine. Et puis en tout cas, voilà, merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde. Salut Loïc, merci pour ta participation. Ciao.